Bien, bonjour Domitil. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition dans mon émission de l'invité de Stephen K. Je suis ravi de t'accueillir du coup dans mon émission. Et puis voilà, j'aime bien les parcours, on va dire, qui sort un peu je trouve, de l'ordinaire, qui permet de voir aussi d'autres angles de vue. Et la tienne avait été très intéressante. Donc voilà, tu es championne, hein, championne en parachutiste. Euh, Moi, la première question que je vais te poser, Domitier, c'est d'où est venue ta passion de voler, en fait? Alors écoute, ça m'est venu, vraiment très jeune. J'ai fait mon tout premier saut à l'âge de 15 ans, mais la première fois que j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller essayer, j'avais 12 ans. Donc ça commence à dater un peu, hein, là je vais avoir 40 cette année. Hem Et dans mes souvenirs, quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'équitation. Donc du haut de mes 12 ans et de ma grande sagesse, j'avais l'impression de maîtriser très bien l'élémentaire et l'été de mes 12 ans, ma maman m'a demandé si j'avais envie d'essayer, une activité particulière. Et je me suis dit: «Bah, puisque je maîtrise la terre maintenant, il faudrait que j'aille essayer un truc dans l'eau et un truc dans le ciel». Et alors, les 2 sports qui me sont venus à l'esprit à ce moment-là, et encore une fois, je me rappelle pas vraiment pourquoi, ça a été la plongée sous-marine et le parachutisme. Non, non. Et du coup, mes parents n'y connaissant rien, ni à l'un ni à l'autre, ils m'ont emmenée, d'abord sur le centre de parachutisme, on passait nos étés, mon parrain avait une maison à la Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon et il y avait un centre de parachutisme là-bas. Donc mes parents, ma maman m'emmène là-bas. Là, évidemment, ils m'accueillent en me disant, «Tu es trop petite, reviens dans 3 ans». Et par contre, la plongée, c'était possible. À partir de 12 ans, on pouvait passer ses 1ers, brevets d'open water avec PADI. Donc du coup, j'ai fait ça pendant 3 étés, j'ai rongé mon frein en attendant d'avoir l'âge de pouvoir sauter. Et je pense que j'avais déjà très envie de toute façon et le fait qu'en plus on m'ait dit non et qu'il faille attendre aussi longtemps, je pense que ça n'a fait que qu'augmenter mon désir d'essayer. Et j'ai donc fait un tandem à 15 ans et là je suis tombée amoureuse du sport. Oui, parce que toi, alors, j'ai vu un peu ton parcours. Au départ, tu as eu une licence d'histoire et un master en audiovisuel. Et puis après, là, tu bascules sur autre chose. Tu as toujours été comme Ouais. ça, curieuse, et puis, tiens, je change de voie sans hésitation. Ah ouais, ouais, il y a quelques virages à 360 dans ma vie, mais disons que pour moi, j'aimais bien, les études, et puis de toute façon, c'était pas vraiment une option, je pense, pour mes parents de m'enfuir avec le cirque trop tôt. Mais bon, ça m'allait bien, j'aimais bien. J'étais le collège, le lycée, c'était pas forcément mes périodes préférées, mais à partir de la licence d'histoire à la Sorbonne, ça, c'était quand même vraiment très, très chouette. D'avoir des gens brillants, qui te racontent des choses intéressantes dans un cadre majestueux, c'était quand même pas désagréable. Et donc le parachutisme que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, je l'ai pratiqué jusqu'à la fin de mes études, en loisir. C'est-à-dire que je sautais quasiment pas pendant l'année scolaire. Par contre, j'allais passer, dès l'année d'après mon début, dans le parachutisme avec ma licence de base, j'ai commencé à faire les saisons d'été sur le club de parachutisme. Donc au début, je tenais, la buvette. Je servais des frites et des coca, de 6 heures du mat à 23 heures pour un saut par jour, ce Wow. que je trouvais qui était d'ailleurs l'affaire du siècle. Parce que ça me permettait de vivre une vie un peu indépendante dans un environnement qui me passionnait. Et puis, après, j'ai commencé à plier les parachutes des autres et puis voilà, il y a une espèce de hiérarchie classique quand on commence le parachutisme, pour pouvoir, financer sa pratique. Donc moi, j'ai fait ça pendant plein d'étés jusqu'à ce que, je commence la compétition et que là, je commence à enseigner ce que moi je pratiquais. Donc moi, j'ai fait du free fly, je suis championne, du monde de free fly. C'est une discipline qui se pratique à 3, une discipline d'équipe. Tu as 2 performeurs et un vidéoman et c'est un peu comme du patinage artistique. Tu as des manches de libre et des manches d'imposé. Donc en libre, tu as 45 secondes entre le moment où tu sors de l'avion et le moment où les juges vont arrêter les images. Donc on est noté sur les images que le caméraman rapporte au sol. Et ensuite, il y a les manches d'imposé où là, toutes les équipes ont les mêmes mouvements à réaliser et on est noté sur la précision avec laquelle on les réalise. Donc c'est vraiment une équipe à 3. Le job du vidéoman est super important parce que déjà, si on n'est pas dans le cadre, on peut pas être noté. Ouais. Mais en plus, la difficulté de son vol à lui est prise en compte. Tu vois, quelqu'un qui volerait tout droit en nous laissant faire des figures devant lui, comparé à quelqu'un qui viendrait faire des rotations dessus, dessous, dans un sens, dans Mm. l'autre, avec des contres, des rapprochements. Tu vois, ce vol-là, il est aussi très important. Donc, c'est vraiment une équipe à 3 et quand on réfléchit à la fois à nos libres et en même temps à nos imposés, on ingénierise vraiment notre vol, avec 3 personnes. Waouh, c'est archi millimétré, quoi. C'est un travail d'équipe, quoi. Vraiment, et avec Ah les ouais, c'est éléments vraiment aussi, un travail la d'équipe. nature. Ouais. Mmh. C'est waouh. Alors C'est en les éléments, 2012, hein, c'est ça? pardon?
En 2012, hein, c'est ça que tu es devenu. 2012, les championnats du Oui. monde. Oui. En fait, on a gagné une Coupe du Monde en 2011 et les championnats du monde en 2012. En gros, tous les 2 ans, tu as des Coupes du Monde et tous les 2 ans en intervalle, tu as les championnats du monde. Les championnats du monde étant un peu plus prestigieux et généralement là où il y a le plus d'équipes qui se déplacent. Euh, et puis, on avait gagné aussi pas mal de titres de champion de France avant ça et un titre de champion d'Europe en 2011. D'accord. Tu as fait un TEDx, du coup, tu expliques un peu la sensation que ça te procure quand tu es dans les airs, quand tu tombes. C'est pas comme on croit, en fait, hein. C'est Non, non, non. c'est Alors oui, j'ai intéressant, fait ça. un TEDx fin 2021 Ouais. à Orléans, qui est en ligne hein, d'ailleurs, assez facile à trouver. Et, Et oui, effectivement, j'aborde la sensation et surtout, j'essaie de tordre un peu quelques idées reçues. Et d'ailleurs, j'en ai fait un post LinkedIn il y a quelques jours. Les gens pensent qu'on tombe dans le vide. On est vraiment dans rien, qu'on a la sensation d'être absolument retenu par rien du tout. Et c'est pas du tout la sensation qu'on a. On n'a pas la sensation, comme dans un grand 8, hein, juste avant que ça redescende d'un coup, on a l'impression qu'on a le l'estomac qui nous remonte dans la gorge. Bah, ça fait pas du tout ça, hein, c'est en parachute. Et on n'a pas non plus cette impression qui, alors, est pas expérimentée par grand monde, mais quand on imagine l'absence de gravité, alors des astronautes dans l'espace, mais même ça peut se reproduire sur Terre dans des avions qui font ce qu'on appelle des paraboles. C'est comme ça que les astronautes peuvent s'entraîner, ou pendant un certain nombre de secondes, pendant que l'avion est dans cette partie haute de la parabole, ça recrée à l'intérieur de l'habitacle cette impression de zéro gravité. Où là, on n'a pas d'appui. Donc en fait, si vous appuyez contre un mur et que vous vous poussez dans un sens, ça va vous y emmener. Mais pendant que vous vous déplacez, vous n'avez rien à quoi vous raccrocher. Il n'y a aucun appui, vous ne pouvez pas modifier votre trajectoire. Alors qu'en chute libre, on est dans le vent relatif. Donc, c'est quelque chose qui a une pression qui est super forte. Ça a vraiment une densité. L'exemple que je donne tout le temps, c'est quand on met sa main en dehors de la voiture sur l'autoroute. Là, on est à 130. En parachutisme, on est plutôt à 200, 250, voire 300 en fonction des positions qu'on assume. Et ben là, on sent qu'il y a vraiment une résistance. Et vous voyez bien dans la voiture, si vous mettez la main comme ça ou comme ça, si vous ouvrez les doigts ou si vous les fermez, ça va faire des choses différentes. Et donc là, bah, c'est la même sensation, mais avec de l'air encore plus solide autour de soi, plus dense. Et on va jouer de ces appuis, on va s'appuyer sur l'air, on va assumer certaines positions qui vont induire certains déplacements. Donc on va pouvoir freiner ou accélérer. Alors, on ne peut jamais remonter. On ne peut remonter que relativement par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que parfois, quand on regarde des images de parachutisme, souvent des tandems, on a l'impression que ça remonte d'un coup. En fait, c'est pas que ça remonte, c'est que ça décélère fortement et donc ça sort du cadre vers le haut. Donc ça donne l'impression de remonter. Mais en fait, on est toujours hein, attiré vers la Terre, là, la gravité marche pareil pour tout le monde, on descend. Les seules conditions de vol dans lesquelles on peut éventuellement remonter, c'est en soufflerie. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est dans des la tubes cabine? Oui, dans le tube. plexi C'est ça. qui font à peu près 4,50 m de diamètre. Et là, il y a des gros ventilateurs qui propulsent du vent du bas vers le haut. Et donc, ça reproduit exactement les sensations d'une chute Wow. libre, les conditions d'une chute libre. Ok. Et là, l'avantage, c'est que comme on est dans un environnement contrôlé, déjà, on peut voler tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente très fort. Et puis surtout, on peut voler longtemps, parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un parachute et de se poser. Un saut en chute libre, ça dure à peu près 1 minute, avec, en fonction de la voile que tu pilotes, entre 2 et 10 minutes de descente sous voile. Donc c'est quand même très rapide. En soufflerie, tu peux voler, tu fais des créneaux facilement de 2 minutes 30 que tu répètes plusieurs fois dans un laps de temps court. Et quand tu as beaucoup d'expérience, tu peux parfois voler 30 minutes sans t'arrêter si tu as envie. Et c'est génial. Ouais, parce que enfin, ça existe depuis combien de temps maintenant, Les enfin, souffleries, oui, voilà. alors, ça va faire une vingtaine d'années que ça a Oui. commencé à se démocratiser pour le civil. Il y avait déjà des Oui. souffleries d'abord horizontales pour tester l'aérodynamisme des avions, des voitures, ce genre de choses. Ensuite, ça a été verticalisé, d'abord par les militaires, souvent. Et maintenant, ça s'est pas mal développé. Et en France, ça fait une dizaine d'années, même pas. En France, ça fait peut-être 6, 7 ans, 6 ans que ça se développe pas mal. Et moi, j'en ai construit une avec 4 associés à l'entrée du Futuroscope. Euh, qui s'appelle Zero Gravity. On a ouvert en 2020. C'est une super machine pour voler, pour s'entraîner, pour découvrir. Génial. J'ai vu que tu as fait aussi il y a une créatrice de mode qui t'a contacté pour faire un vol en fait avec une robe de sa collection. Donc du coup, c'est Iris Van Herpen, hein, ça. Tout à Euh, fait, Eric Merten. ouais, et comment t'es venue cette idée? Pourquoi t'as contacté toi en particulier?
Alors écoute, c'est toujours un petit peu un mystère pour moi. Elle m'a trouvée sur Instagram et c'est pour ça que Ouais. c'est un peu mystérieux parce que même si à l'intérieur de mon milieu, je suis un peu connue, on est un tout petit milieu et je suis pas connue du tout à l'échelle d'un pays ou même d'un continent. Et il y a quelques nanas dans mon sport qui ont beaucoup plus de followers que moi sur Instagram. Donc, j'étais surprise qu'elle me trouve moi. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit elle aimait la façon dont je parlais de mon sport, qu'elle aimait ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est vrai que moi, j'ai une façon d'utiliser Instagram qui est peut-être pas la plus efficace, mais en tout cas, elle est vraiment sincère. Et ça lui a plu. Donc, tant mieux parce que ça a été une des collaborations les plus intéressantes que j'ai jamais faites. Iris, c'est quelqu'un qui a une vision très artistique de la mode. Elle fait des choses. Moi, alors, moi je m'y connais pas beaucoup en mode. Je suivais pas énormément la mode. Donc, au début, quand elle m'a contactée, je ne savais pas qui c'était. C'est son assistante qui m'a contactée au début. Alors, j'ai été voir un peu sur Google Iris Van Der Pen, qui c'est. Et là, j'ai commencé à voir ce qu'elle faisait. Et ses robes sont souvent plus des sculptures que des robes, en fait. Et d'ailleurs, il y a une exposition en ce moment au Musée des Arts Décoratifs au Louvre, à Paris. Et Ok. c'est la première fois qu'une créatrice de mode a une aussi grosse exposition au Louvre. Ouais. Et c'est absolument génial. Je vous recommande fortement d'aller voir l'expo, elle est géniale. Et, et voilà, ça fait partie des gens qui m'a posé les questions les plus intéressantes sur ma discipline. Elle avait vraiment un œil de chorégraphe, parce qu'elle elle fait de la danse aussi beaucoup. Et elle avait vraiment un œil de chorégraphe sur le free fly. Et c'était très, très intéressant de travailler avec elle. Ouais, ouais, parce que j'avais vu des articles où elle disait, bah, elle parlait vraiment de cette discipline en lien avec son art, parce que c'est sphérique, enfin, avec les éléments et tout, de la nature. Il y a un côté, ouais, créatif, assez intéressant. Ouais. Euh, Domitil, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent réaliser leurs rêves, aller au bout de leur projet? Ah là là, un message pour les jeunes qui veulent réaliser leurs rêves. Ah bah, c'est d'oser, mais c'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire. Je pense qu'on est tous dans des circonstances qui vont faciliter ou pas notre capacité à oser. Ça, on n'a pas vraiment de prise sur ça. C'est la loterie de la naissance et malheureusement, c'est pas toujours très juste. Par contre, on a tous, quelle que soit la loterie de départ, la capacité de décider comment on réagit aux choses. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous prendre. Alors, il faut se méfier du biais du survivant, hein, parce que les gens qui sont arrivés en haut de l'affiche et qui vous disent c'est facile, t'as qu'à faire comme moi, il a fait exactement la même chose que des centaines et des milliers de gens qui n'ont pas réussi. Donc, je suis toujours un peu prudente avec ça. Je trouve que parfois, dire aux gens de suivre leurs rêves, quoi qu'il en coûte, ça peut être destructeur, en fait. Je pense il faut essayer d'avoir une intention claire sur ce qu'on aime, sur dans quoi on s'épanouit et sur dans quoi on se voit travailler dur. Parce qu'en fait, quel que soit le domaine, qu'il soit sportif, qu'il soit artistique, qu'il soit professionnel, quelle que soit la branche, euh, ça va demander beaucoup de travail. Et si on n'est pas passionné, habité, convaincu par cette avenue-là, on va pas être capable de passer les heures et les heures de travail qui sont nécessaires pour y arriver. Donc, ça, je pense que c'est le conseil le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même sur ce dans quoi on se voit beaucoup travailler. Parce qu'il y a absolument rien qui arrive, quel que soit le domaine, en scrollant sur Instagram ou en jouant à des jeux à la con sur son téléphone. Exactement. Ce que j'aime aussi dans ton parcours de métier, c'est que tu es passé quelque part de ta passion et t'en as fait un métier. Et du coup, c'est aussi grâce à la Fédération française enfin aussi, hein, c'est grâce à la fédération. Enfin, comment ça se, tu savais avant qu'on pouvait faire ça ou Pas du tout. c'est Pas du important, tout. je pense, d'informer, ouais, les personnes Ouais, qui viennent. ouais, alors, on a la chance en France d'avoir un mouvement sportif qui est quand même beaucoup plus privilégié que beaucoup d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore plein de choses qu'on pourrait améliorer, mais en tout cas, moi, je l'ai vu à l'échelle de mon sport. Le parachutisme, c'est un tout petit sport. Il n'est pas énormément pratiqué. En France, il y a peut-être à peu près 12 000 licenciés actifs, hein. Il y a beaucoup plus de licences avec les gens qui font des tandems, qui font ça une fois, mais des gens qui le pratiquent vraiment comme sport, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pareil pour à peu près tous les pays. Et dans quasiment aucun pays, à part éventuellement la Norvège avec des budgets très différents, dans aucun pays, il y a un soutien gouvernemental. En fait, en France, la façon dont ça marche, la Fédé en elle-même, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre, le gouvernement
soutient les équipes de France, quel que soit le sport. Ça veut dire qu'elle alloue un budget et c'est la fédération délégataire de l'État qui va décider comment dépenser ce budget. Donc, qui va sélectionner les équipes ou les membres des équipes et qui va organiser les entraînements et voilà, et décider de comment on utilise l'argent pour avoir des champions du monde. En gros, c'est ça la question. Et c'est un cercle assez vertueux parce que plus il y a de résultats, plus le sport va avoir de subventions. Alors, vu que la France est un des seuls pays qui a ce genre de système, bah, les Français, évidemment, ils sont super bons. Et on a beaucoup de Français champions du monde dans beaucoup de disciplines. Ça, je fais Ouais, un petit aparté. C'est aussi quelque chose que c'est très peu vrai. de gens savent. Le parachutisme, il y a plein de Oui. disciplines différentes. Je savais pas Euh, avant, c'est vrai, mais ouais, mais il y en a personne. pas mal. Hommes et femmes dans les deux sens, Alors hein. déjà, c'est un sport mixte, ouais, c'est un des Ouais. rares sports mixtes avec l'équitation, à ma connaissance. Et, et surtout, il y a plein de disciplines différentes, que ce soit, tu as Ouais. des disciplines en chute, donc entre le moment où tu sors de l'avion et avant d'ouvrir ton parachute. Donc moi, ça, c'est le cas de ma discipline, le free fly. Donc le free fly, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est à trois, deux performeurs, un caméraman, des libres, des imposés, et tu es noté sur la difficulté technique, le mérite artistique et la qualité de l'exécution. Tu peux avoir sur le papier un saut très dur et un saut très beau, si tu n'arrives pas à le faire, tu n'as pas des super notes non plus. Tu as quelque chose d'assez similaire qui s'appelle le freestyle, où là, c'est juste à deux, un performeur, un vidéoman. Donc là, c'est un peu plus de la danse en solo avec un vidéo. Ça, c'est des disciplines artistiques. Tu as du vol relatif, ça, c'est les mecs qui chutent à plat et qui viennent faire des figures, tu vois, qui s'accrochent les bras, les jambes. Alors ça se pratique à 4 ou à 8 en compète. Et tu as 35 secondes pour faire le plus de points possible. Tu as de la wingsuit maintenant. Donc ça, c'est les combinaisons d'écureuils volants là, avec, Ouais, tu vois à quoi ça ressemble. je vois. T'as de la performance sur ça, ceux qui vont le plus loin, qui restent le plus longtemps, qui vont le plus vite. Et puis, tu as de l'accro, un peu comme du free fly, mais avec des combinaisons à elle. Donc, pareil, tu viens faire des chorégraphies et des imposés. Tu as du speed, ça, c'est une discipline en solo. C'est un mec tout seul, souvent habillé avec du latex, c'est super chic. Et Ah, tu as des petits capteurs sur toi et tu te mets tête en bas et là, tu vas le plus vite possible. Je crois que les records, ils sont à plus de 500 km/h. C'est de la folie. c'est fou ce qu'on peut faire dans les airs, il y a plein de choses. Ouais, et donc ça, c'est juste les disciplines en chute, parce qu'après, tu as des disciplines sous voile et tu as des disciplines Ah ouais, opposées. Je te les fais toutes si tu veux, mais enfin, voilà, t'en as beaucoup d'autres. Donc on a trouvé plein de façons de s'amuser en sautant d'un avion, il y a plein de trucs à faire. et là, il va certainement, avec la technologie, ça joue, il y aura d'autres choses qui vont venir, selon toi, de disciplines encore? Alors écoute, c'est toujours difficile de savoir. Là, la dernière année des disciplines, Alors, on va dire en parachutisme, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu une nouvelle discipline. Les dernières années, ce sont le free fly et le freestyle. Mais tu vois, les premiers championnats du monde, ça date du début des années 2000, donc ça fait quand même bientôt 25 ans que ça existe. Par contre, ce qui s'est beaucoup développé et ce qui a été, j'ai contribué à l'institutionnalisation de ces disciplines-là, c'est les compétitions en soufflerie, où on a créé, alors le vol relatif, c'est la même chose. Par contre, le free fly, ça s'est transformé en dynamic flying, ça se passe à deux ou à quatre. Un peu le même principe de libre et d'imposé, sauf que là, les imposés, c'est des courses de vitesse. Tu as un capteur à l'entrée de la porte, un laser, toum, ça se déclenche quand la première personne rentre dans la soufflerie, commence à voler. Puis c'est un espèce de parcours en trois dimensions. Tu as des cercles et des lignes qu'il faut passer d'une certaine façon. Il faut aller le plus vite possible. Euh, et donc ça, on a commencé à expérimenter avec ça en 2012 et on a eu les premiers championnats du monde en 2015, reconnus par la FAI. Et puis là, la discipline sur laquelle... Donc moi, j'ai participé à ça, non seulement à la création avec les copains dans une soufflerie en Allemagne en 2012-2013, mais surtout sur l'institutionnalisation et le faire reconnaître par la FAI. Et du coup, forte de cette expérience-là, maintenant, j'investis mon temps dans le développement des compétitions handi, parce que alors il y en a, c'est pas encore très développé d'avion, ça existe en avion, mais ça va se faire en tandem. Donc les personnes en situation de handicap vont être passagers tandem et vont quand même avoir des actions, mais ils ont quand même quelqu'un dans le dos. En soufflerie, ils volent seuls dans la soufflerie. Et donc ça, bah, c'est une discipline qui a été développée par la France parce que il y a un cadre technique de la Fédération française qui s'appelle Jérôme David, qui a passé quasiment les 3 dernières années à travailler intensément sur ça, qui a obtenu une grosse bourse Erasmus, hein, presque un demi-million d'euros, pour développer la pratique handi en vol en soufflerie. Et ça a été, c'est vraiment, ça fait partie des trucs les plus cool que j'ai fait ces dernières années, de contribuer à ça. Et maintenant, à la FAI, on est en train d'essayer de le faire reconnaître officiellement pour qu'il y ait des championnats du monde d'ici, on espère, 2 ans.
Donc voilà, la dernière année, ça s'appelle la Handi Fly Race. Et là, pareil, c'est un espèce de gymkhana, un parcours dans la soufflerie, où il y a des points de contact qui sont positionnés à l'extérieur de la veine et les gens doivent venir taper de la main sur ces points de contact-là pour valider. Et ils ont un parcours à faire, pareil, chronométré, et c'est celui qui va le plus vite qui gagne. Wow, super intéressant. Dimitri, question un peu peut-être difficile parce que peut-être on a beaucoup, mais est-ce que tu as une anecdote qui te vient qui t'a touché, marqué au cours de ta carrière? Oh, là-dedans, alors oui, il y en a un paquet, effectivement. Tu veux plutôt quel registre? Le tragique, la joie? Allez, la joie. La joie. Écoute, la joie, c'est quelque chose de vachement récurrent dans mon activité. Déjà, c'est un peu la nature du truc, hein. Je sais pas Oui. exactement ce qui se passe dans mon cerveau, mais je pense qu'il y a quand même quelques petites réactions chimiques qui sont propices à la joie. Tu vois, là, la semaine dernière, j'étais aux Maldives, parce qu'un ami à moi vient de monter une soufflerie, n'importe quoi, une drop zone, un centre de parachutisme aux Maldives. Donc c'est saisonnier, c'est pendant 5 mois, pendant l'hiver. Et du coup, là, c'est leur première saison et il m'a invité à venir participer à un des premiers stages là-bas. Et le premier saut, là, quand tu te retrouves autour d'un endroit aussi beau, monté par un copain, ça, c'est l'aboutissement de beaucoup de boulot. On s'est posé, on sautait comme des petits cabris, quoi. On se faisait des gros hugs opposés, on était trop contents. Voilà, ça, c'était la semaine dernière. Euh, Après, souvent, les sauts qui sont les plus... tu as deux types de sauts qui donnent le plus d'émotion. Ça va être les sauts avec gros enjeux, compétition ou record. Voilà, pour moi, le plus fort, évidemment, les championnats du monde, ça a été un gros moment. En novembre 2022, là, on a battu le dernier record du monde féminin. Et ça, pareil, ça avait été un sacré parcours. Et on a fait un saut à 80 nanas, 80 femmes, tête en bas, qui sortent de 5 avions différents et qui viennent construire une grande figure en plein ciel. Et ça, ce C'est énorme. saut-là, ouais, celui-là, il a mis les poils un peu, celui-là. Et puis sinon, c'est des sauts très simples, les plus joyeux généralement, on appelle ça des two-way. Donc c'est quand tu sautes juste Ok. avec une personne, plus deux personnes, et tu fais pas de plan. Alors généralement, quand tu voles avec quelqu'un qui a pas mal d'expérience, c'est encore plus génial parce que tu es vraiment dans une espèce de, tu vois, sans avoir planifié en avance le genre de trajectoire ou le mouvement que tu allais faire, tu es vraiment dans la réaction l'un avec l'autre. Tu gardes le contact visuel, tu as souvent un sourire jusque-là, et puis tu joues en l'air, quoi. Tu évolues dans cet élément-là, et ça, c'est vraiment très chouette. Souvent, les meilleures choses se passent pas forcément quand c'est filmé, quoi. C'est dans les coulisses, Ouais, hors caméra, hors compétition, mm, quand il n'y a pas vraiment d'enjeu, quoi, on va dire. c'est ça. Alors, ma dernière question d'amitié, c'est, alors, paraît peut-être pas facile à répondre, mais quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Alors, il y en a quelques-unes. Chronologiquement, une des premières personnes qui me vient en tête, c'est deux personnes, c'est deux nanas. Elles s'appellent Amy Chemelecki et Sarah Curtis, deux Américaines qui vivent à Eloy en Arizona. Et c'est là qu'un peu ma vie a fait le premier gros virage, où je suis passée de pratique loisir à pratique professionnelle. Alors, c'était pas aussi instantané pour la professionnalisation, mais je suis partie passer 3 mois aux États-Unis parce que c'était la mecque de ma discipline à l'époque, le seul endroit au monde où il y avait une soufflerie sur une drop zone, un spot où il fait beau 360 jours par an, donc tu peux sauter tout le temps. Et là-bas, il y avait beaucoup de champions du monde en résidence. Et ces deux femmes-là, elles ont fait partie de mes premières coachs qui m'ont vraiment propulsée dans une... tu vois, j'avais fait 600 sauts en 7 ans avec une progression très moyenne. Et puis, je suis arrivée à Illoy en 3 mois, j'ai fait comme ça. Et c'est principalement grâce à elles. Et non seulement elles m'ont transmis plein de choses techniques, elles m'ont permis de progresser techniquement, mais surtout, c'était la première fois que je voyais des nanas qui vivaient de ça, qui étaient professionnelles là-dedans, qui étaient championnes là-dedans et qui en avaient fait leur vie. Et moi, j'avais 22 ou 23 ans à l'époque. Et Hein, c'est vraiment le moment où je me suis dit, c'est possible, je peux faire ça. Alors, intéressant. ça n'avait pas l'air facile, mais tout d'un coup, le champ des possibles s'était ouvert, quoi. Et non seulement elles ont eu ce rôle-là à ce moment-là, mais en plus, quelques années plus tard, 2, 3 ans plus tard, elles m'ont fait rentrer dans l'organisation des records du monde féminin. C'est elles qui m'ont appris à ingénieriser un saut, qui m'ont vraiment appris Mm. comment organiser ce genre d'événement et ce genre de saut, qui est quelque chose de pas très
courant, il y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça, donc être intronisée par elle et apprendre auprès d'elle, ça m'a ouvert ensuite plein de portes, même en Europe, où je me suis retrouvée à organiser des records nationaux ou européens parce que j'avais appris là-bas avec elle. Donc ces 2 nanas-là, elles ont été très, ouais, je tiens vraiment à les remercier parce qu'elles ont vraiment fait une grosse différence, dans ma vie. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu mon coach pendant mes années en équipe de France, hein, qui s'appelait Nicolas Arnaud, qui était lui un ancien champion de free fly et de freestyle, et qui, pendant les années où moi j'étais compétitrice, était le coach officiel pour les équipes artistiques. Et bah, il nous a énormément appris, à la fois techniquement, mais surtout humainement, comment communiquer dans l'équipe. Il avait cette présence un peu médiatrice et apaisante. Bon, c'est parce que bon, quand tu as 23 ans et que tu as envie d'être champion du monde, tu es un peu con des fois. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris. Hem Et puis ensuite, mes coéquipières dans Joyrider, alors quand j'ai arrêté la compétition, d'avion, donc ça c'était fin novembre 2012, les championnats du monde. Donc là, une page se tournait, ça faisait 5 ans que j'étais ultra monomaniaque, sur le sujet, hein. Quand tu veux réussir quoi que ce soit, faut être un peu à fond. Et quand je suis sortie de cette phase-là, je me suis un peu retrouvée à me dire, «What next? Qu'est-ce que je fais maintenant?» Et à ce moment-là, j'avais une copine, une Galloise qui vivait en Norvège déjà à l'époque, qui venait de monter une équipe de filles, Joyrider, et qui, voulait monter une équipe de dynamique. Ça commençait à peine et il y avait aucune fille qui en faisait et elle s'est dit: «Viens, on fait une équipe de meufs» et moi j'avais très envie de ça, une équipe, un peu plus à la cool, un peu plus dans les good vibes, Oui. parce que c'était pas forcément toujours easy, avec mon équipe, de France. Et puis, bah, ça va faire, ouais, ça fait 12 ans que Ah ouais. l'équipe existe. Maintenant, on est 8 nanas et alors on fait plus ça fait un moment qu'on fait plus de compétition ensemble, mais on est plus une équipe, on travaille ensemble, on se soutient. Là, on a pris une nouvelle génération de nanas qu'on a fait rentrer dans l'équipe, à qui on apprend un peu les ficelles du métier, qu'on forme, avec qui on organise des événements. Donc c'est plus un passage de flambeau un petit peu, mais avec cette intention de pouvoir être pour d'autres ce que d'autres ont été pour moi. Génial. On peut te retrouver sur, quel réseau domicile? Sur internet? Alors, principalement Instagram et LinkedIn. On va dire Instagram, ça va être surtout pour toutes mes activités para, des belles images de skydive partout sur la planète. Et puis sur LinkedIn, bah, vous retrouverez les belles images, mais là, c'est plus, ça encadre plus mes activités de conférencière. Parce que ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'ai D'accord. commencé à apprendre ce métier-là. Alors, Oui. je suis une éternelle étudiante, hein, donc j'ai pas l'impression d'être arrivée. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais disons que c'est ce à quoi je consacre, une grande, grande partie, sinon pas la majorité de mon temps maintenant, où j'interviens en entreprise et où j'utilise des histoires et des images issues de ma carrière parachutiste pour illustrer des concepts de leadership, de management, D'accord. de mixité, ce genre de sujet. Donc, si vous cherchez un conférencier pour votre prochain événement d'entreprise, appelez-moi et vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn. Bon, bah, super, on va partager ça de toute façon sur les réseaux. En tout cas, je te remercie beaucoup, Domitil, pour ce moment, pour cette matinale et Bah, je t'en prie, comme je dis toujours, merci. l'aventure continue.